Je remercie beaucoup l'école alsacienne, mon ami David Quéret, les professeurs, et puis vous tous, de consacrer 1h15 ou 1h20 à notre rencontre ce soir. Je suis souvent venu dans votre école depuis 30 ans probablement, à différentes occasions, toujours invité par tel ou tel professeur. C'est toujours un grand plaisir parce que je sais aussi que les choses étant ce qu'elles sont, beaucoup d'entre vous auront plus tard des fonctions importantes dans notre société française, peut-être étrangers aussi, et qu'il est important que vous gardiez de ces années de lycée, d'école, de collège, un souvenir de la science, même si vous n'en faites pas plus tard, qui soit un souvenir heureux, qui fasse écho à ces paroles de Poincaré et qui ne soit pas seulement des formules, des théorèmes, des choses qu'on oublie ardemment dès qu'on les a apprises et aussi vite que possible après les examens. Voilà. Et puis certains d'entre vous feront certainement de la science, avec bonheur, j'espère, comme j'ai eu la chance de le faire tout au cours de ma carrière. Je vous parlerai d'abord de science, bien sûr, ou plus exactement, c'est vous qui allez commencer. Et puis ensuite, dans les questions, si vous voulez évoquer quelques aspects plus personnels par vos questions, on pourra y revenir. Alors, vous savez, en science, c'est encore Poincaré qui disait « La science, elle n'est pas faite de faits, pas plus qu'une maison n'est faite d'un tas de pierres. Elle est faite de questions. Elle est faite de questions sur le monde. Et ce n'est pas les réponses qui intéressent les scientifiques, c'est d'abord les questions. Alors, bien sûr, les réponses, les bibliothèques, les revues scientifiques en sont pleines. Et elles nous intéressent, mais elles ne nous intéressent vraiment, dans le fond, que parce qu'elles suscitent de nouvelles questions. Alors voilà, vous êtes devant un spectacle de la nature qui, de surcroît, est beau, que vos yeux vous révèlent rarement, parce que quand vous regardez la Voie lactée, vous ne voyez pas ça. Vous voyez des quantités de points brillants, et même si vous avez des jumelles, vous séparez un petit peu mieux les étoiles, mais tout a l'air uniformément blanc. Ça, c'est simplement parce que nos yeux, quand le niveau de la lumière est faible, ne voient plus les couleurs. La sagesse populaire le sait bien, puisqu'elle dit le proverbe qui est « la nuit ». Tous les chats sont gris. Hein, voilà. C'est ça que ça veut dire, c'est qu'en langage savant, nous avons des cônes et des bâtonnets. Les cônes servent quand il y a beaucoup de lumière et ils nous montrent les couleurs. Et quand il n'y a pas beaucoup de lumière, ce qui est sensible à la libération des rhodopsines, qui sont les produits chimiques qui transfèrent la lumière en impulsion électrique vers le cerveau, eh bien, les bâtonnets n'ont pas de sensibilité chromatique. En d'autres termes, il n'y a qu'une espèce de bâtonnet pour toute l'étendue du spectre, donc on voit gris. Alors, par contre, une plaque photographique ou un CCD moderne, eh bien voilà, ça donne ça quand on regarde les étoiles, c'est-à-dire elles ont des couleurs, et des belles couleurs qui vont du bleu au rouge, la couleur traduisant simplement leur température. Vous voyez déjà que disposer d'outils assez sophistiqués, ici c'est une image faite par le télescope Hubble, ben ça nous révèle un peu plus de cette beauté que David évoquait à l'instant. Alors voilà, puisque la science est faite de questions avant d'être faite de réponses, donc avant que je vous apporte quelques réponses sur cette question des exoplanètes, je voudrais que vous élaboriez entre vous, à 2 ou 3 voisins, pendant 5-10 minutes maximum, les questions que ça peut vous poser. Alors, il y a des questions extraordinairement générales. Est-ce qu'il y a d'autres planètes dans l'univers? Bon, ça c'est trop général. Et le problème de la démarche scientifique, c'est de passer de questions très générales, fascinantes, souvent à connotation un peu métaphysique, à des questions auxquelles la science, l'observation, l'expérience peut répondre. Donc il faut affiner la question et se dire qu'est-ce que je pourrais bien regarder pour savoir si, et pour répondre à telle ou telle question. Ça, c'est le problème de l'astronome. Qu'est-ce que je vais regarder et comment je vais affiner la question? Est-ce que je vais la préciser de telle ou telle manière? Alors, une exoplanète, bon, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas rencontré déjà ce terme, on dit aussi planète extrasolaire. Hein. Ce sont d'autres systèmes planétaires que le nôtre avec son cortège autour du Soleil. Voilà. Alors, la question de savoir existe-t-il est une question ancienne. Elle a été posée la première fois de manière interrogative, mais peu scientifique par Démocrite, donc il y a 25 siècles. Et puis, elle a cheminé tout au long de l'histoire de l'astronomie jusqu'à nos jours. Alors, ce que je voudrais vous proposer comme tout petit exercice entre voisins, c'est essayer d'écrire
de façon plus précise à quoi on veut répondre, sur quoi on s'interroge, et donc sur quoi on va mettre en marche des dispositifs de mesure, d'observation, etc. Voilà, je vous laisse construire la question avant de vous donner les réponses. Y a-t-il des exoplanètes pouvant habiter de la vie ? Les planètes du système solaire sont-elles similaires aux exoplanètes? Jusqu'à où s'arrête en fait notre système solaire et qui a défini... pourquoi les planètes, les exoplanètes sont en dehors de notre système solaire et ne lui appartiennent pas? Est-ce que des exoplanètes pourraient intégrer notre système? Quelle est l'exoplanète la plus lointaine observée? Est-ce que les autres exoplanètes reproduisent le même schéma que le nôtre, que notre système solaire? Avec quel instrument observe-t-on une exoplanète de près? Comment se forment les exoplanètes? Comment peut-on savoir depuis combien d'années a été créée une exoplanète? Est-ce qu'il y a une quatrième dimension? Ah, ça nous emmène ailleurs. Est-ce que c'est physiquement possible d'envoyer un être humain sur une exoplanète? Voilà. Alors, je suis sûr qu'il y en a encore beaucoup. Vous voyez, ça, c'est le genre de questions qui ont agité la réflexion scientifique depuis 25 siècles. Sans réponse. Sans réponse. Et quand Gauguin a peint ce tableau, il y a à peu près un peu plus d'un siècle, au fond, il posait une question qui dépassait les questions que vous avez posées ici, mais qui l'englobait. Nous sommes dans ce petit système solaire, celui que Pascal décrivait dans ce texte magnifique, qu'est donc la Terre dans l'univers, un point. Et il reliait la question à deux autres questions qui ont traversé vos interrogations, c'est qui sommes-nous, où allons-nous? Ce petit système solaire, d'où vient-il, qui est-il et où va-t-il? Alors pour transformer des questions fondamentales qui travaillent au fond l'intelligence humaine en questions scientifiques, il faut évidemment beaucoup de travail. Et les questions que vous avez formulées sont encore très générales, mais elles habitent cette question fondamentale, c'est-à-dire nous avons progressivement connu notre système solaire, et cette idée que rien n'est absolument centré sur la Terre dans l'univers, ce qu'on pourrait appeler un principe copernicien généralisé. Vous savez que Copernic a dit que la Terre n'occupait pas une position privilégiée dans le système solaire, il y a 1000 soleils, mais ça c'est pas plus juste en un sens, c'est juste pour expliquer plus clairement, plus simplement un modèle du système solaire, mais le Soleil n'a pas plus que la Terre une position privilégiée dans l'univers, nous le verrons dans un instant. Et ce principe copernicien revient immédiatement à poser comme une affirmation épistémologique, si vous voulez, que le système solaire n'est pas unique dans l'univers. Après, se déroule toute une série de questions. S'il n'est pas unique, y en a-t-il d'autres, proches, loin, nombreux, pas nombreux, observables, pas observables, portant éventuellement la vie, ne la portant pas? Vous voyez qu'on peut décliner très très longuement le type de questions qui sont en quelque sorte soutenues par l'interrogation à caractère plus global et métaphysique. Bon, je passe sur le commentaire sur le temps. Alors, la première problématique, c'est de s'interroger sur les étoiles, leur origine, leur formation. Parce qu'au fond, notre système solaire, c'est une combinaison d'une étoile et de planètes, et nous savons bien que c'est l'attraction gravitationnelle de cette énorme masse qui est celle du Soleil qui maintient le cortège planétaire autour de lui. Alors, la réflexion sur l'origine des étoiles, elle est relativement récente. Là, vous avez un champ stellaire de notre galaxie. Je vous en ai montré un autre tout à l'heure. Ça, c'est vu avec un grossissement plus faible. C'est la constellation des Pléiades, qu'on voit bien à l'œil nu, et dans lesquelles toutes ces étoiles brillent. Et la question, c'est pour combien de temps, comment, quelle est la source de cette énergie? Je ne parlerai pas de façon détaillée de ça aujourd'hui, mais évidemment, on a aussi l'interrogation, comment se sont-elles formées? Nous savons bien que, c'est pour ça que j'ai réécrit l'équation d'Einstein, E égale mc2 en haut, que c'est la transformation de la masse d'atomes d'hydrogène en rayonnement lumineux
fusion nucléaire qui produit l'énergie des étoiles. Et le Soleil consomme, faisant disparaître des millions de tonnes d'hydrogène chaque seconde pour le transformer en lumière. Alors, le premier qui s'est posé vraiment la question de manière scientifique, c'est Pierre-Simon de Laplace. Pierre-Simon de Laplace a vécu juste avant la Révolution française et juste après. Vous le voyez ici dans son costume de pair de France, donc, après la Restauration. Et il a publié un système du monde, entendant par monde un système solaire, en fait. Donc, comment fonctionnait le système solaire? Le XVIIIe siècle a été le grand triomphe de la gravitation newtonienne, la loi de gravitation universelle énoncée par Newton. Et tout le XVIIIe siècle a été une vérification admirable avec l'étude des mouvements planétaires, des étoiles doubles, de la validité très précise de la loi de gravitation universelle et de la possibilité qu'elles offraient de prédire tous les mouvements planétaires et stellaires d'ailleurs. Mais Laplace s'est posé une question nouvelle que, à ma connaissance, personne ne s'était posée avant lui. Et comme souvent en science, c'est une observation profonde mais naïve en quelque sorte qui conduit à la découverte. Alors l'observation naïve de Laplace était la suivante. On savait depuis longtemps, depuis Galilée, même depuis les Grecs pour certaines planètes, que dans notre système solaire, toutes les planètes tournaient dans le même sens. Si vous regardez le système solaire, par en dessus, toutes les planètes tournent dans le même sens. Et on savait aussi que ce sens était celui de la rotation du Soleil sur lui-même. Vous savez, Galilée a découvert l'existence des taches solaires, qu'elles ont été longuement étudiées, elles le sont encore de nos jours, comme une manifestation de l'activité magnétique du Soleil. Et elles servent de marqueurs, comme elles durent environ 1 mois à la surface du Soleil, eh bien elles servent de marqueurs à la rotation du Soleil qui fait à peu près sur lui-même, si on le regarde, disons, d'une étoile lointaine, un tour en environ 1 mois. Donc, Laplace a observé ce fait et il s'est interrogé sur la raison. Si on supposait que les planètes ont été formées au hasard, le Soleil aussi, et que tout ça a un mouvement de rotation, il n'y avait pas de raison profonde que toutes les rotations soient dans le même sens. Et Laplace a proposé une hypothèse pour expliquer cette uniformité du sens de rotation. Elle reposait sur un théorème de physique relativement simple qui s'appelle la conservation du moment cinétique. C'est peut-être encore un peu loin pour vous, mais l'illustration en est tout à fait classique, c'est celle de la ballerine qui tourne sur la scène d'opéra et qui, quand elle rapproche les bras de son corps, se met à tourner plus vite sur elle-même. Parce que son mouvement contient 2 composantes, son inertie, d'autant plus grande que les bras sont éloignés du corps, et sa vitesse de rotation. Et la combinaison de ces 2 grandeurs doit rester constante. S'il y a plus d'inertie, elle étend les bras, il y a moins de rotation, elle tourne moins vite, et réciproquement. Et cette loi de conservation s'applique depuis les atomes jusqu'aux galaxies. Donc, si le système solaire avait une rotation uniforme pour chaque planète et le Soleil, pourquoi ne serait-ce pas le souvenir d'une rotation de ce qui avait donné naissance au système solaire, qui se serait conservé lors de l'effondrement. Alors, pourquoi effondrement? Eh bien, Laplace élabore ce qu'il appellera la théorie de la nébuleuse primitive, à savoir, le système solaire est né d'un gigantesque nuage de gaz, hydrogène, on l'apprendra plus tard, et ce nuage, tous les atomes de ce gaz s'attirent mutuellement, gravitation universelle, dont j'ai dit les triomphes tout au long du XVIIIe siècle, et comme cette attraction, contrairement à celle des charges électriques, vous savez qu'il y a des charges plus et moins, donc certaines se repoussent, d'autres s'attirent, alors que toutes les masses s'attirent, il n'y a pas de masse négative en quelque sorte. Donc cette attraction ne peut que produire l'effondrement du nuage sur lui-même, et lors de cet effondrement, si le nuage initial, que Laplace appelle la nébuleuse primitive, est en rotation, eh bien le produit de l'effondrement, à savoir la formation d'étoiles au centre, le Soleil, et de planètes autour, Jupiter, Saturne, la Terre, etc., gardera le souvenir de la rotation initiale du nuage
Et ceci expliquerait que tout le système tourne dans une seule direction. Vous voyez, l'argument est simple, mais extrêmement puissant, et il a permis à Laplace de proposer ce modèle qui a été raffiné longuement et qui est toujours considéré comme non seulement le modèle adéquat pour la formation du système solaire, comme vous allez le voir, mais le modèle adéquat pour la formation de toutes les étoiles et les systèmes planétaires qui les accompagnent. Voilà comment, à partir d'une observation simple et de beaucoup de mathématiques et surtout de réflexion intelligente, on arrive à proposer un modèle tout à fait pertinent. Alors voilà, je passe l'histoire. Ce modèle a été raffiné en particulier avec des calculs beaucoup plus sophistiqués par un grand savant britannique qui s'appelait Jeans au début du XXe siècle. Alors, ceci schématise simplement la formation d'une étoile et simultanément des planètes qui l'accompagnent. Ici, un grand nuage, vous allez le voir simulé par ordinateur dans un instant, la force de gravitation entre les atomes du nuage qui attire, la température est très basse, quelques dizaines de degrés Kelvin, c'est la température du milieu interstellaire, là où il n'y a pas de réaction nucléaire pour chauffer le milieu, et le temps d'effondrement est très court. Vous voyez, en 10 000 ans, ce nuage va s'effondrer sur lui-même. 10 000 ans, c'est court, hein, c'est à peu près le temps historique depuis le néolithique. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, l'existence de la rotation de ce nuage va faire que la chute, parallèlement à l'axe de rotation de la matière vers le centre, est beaucoup plus facile que la chute perpendiculairement à l'axe de rotation. Donc voilà l'axe de rotation, la chute vers l'axe est facile, la chute perpendiculairement à l'axe est difficile, on forme donc un disque. Et les disques sont des structures qui, pour cette raison élémentaire, liée à la gravitation, sont très fréquentes en astronomie, dans les objets astronomiques. Vous connaissez les anneaux de Saturne, vous connaissez les anneaux de Jupiter ou d'Uranus, les galaxies ont volontiers des formes de disques, et le système solaire primitif s'est aussi formé avec ces structures de disques. On va en voir d'autres dans un instant. Ça ne prend pas beaucoup plus de temps. Évidemment, la température augmente parce que l'étoile a commencé à se former. Et puis, si on attend à suffisamment longtemps, on est ici de l'ordre du milliard d'années, alors l'étoile lumineuse émet beaucoup de lumière, et les photons émis vont chasser l'hydrogène du disque. Un espèce de vent, mais de vent de lumière, qui progressivement dissipe le disque, qui devient moins dense, et simultanément, les petits atomes d'hydrogène, les grains de poussière qui les accompagnent dans le disque, il y a toujours quelques pourcents de poussière dans la matière présente dans la galaxie, vont se rassembler progressivement en petits grumeaux, les petits grumeaux eux-mêmes en grumeaux plus grands, toujours sous l'influence de la force de gravitation, et produire ce qu'on appelle les protoplanètes, c'est-à-dire des objets qui commencent par avoir la taille de cette pièce, puis qui grossissent jusqu'à donner des proto-terres, puis des terres, des proto-Jupiters, puis des Jupiters. Alors, quand l'objet est formé et petit, il n'est pas capable de retenir son hydrogène et il ne va garder que les éléments les plus massifs, les plus lourds, essentiellement les cailloux, qui sont des silicates, du sable, si vous voulez, et on va fabriquer des planètes dites telluriques, des planètes comme la Terre, comme Vénus ou comme Mars, qui sont des solides. Et puis, lorsque la matière disponible est plus importante, c'est-à-dire vers l'extérieur du disque, on va former des planètes gazeuses, essentiellement formées d'hydrogène, telles que Jupiter et Saturne, qui sont des planètes géantes. Et les ordres de grandeur des masses, Jupiter a à peu près une masse de 3/100e de la masse du Soleil, alors que la Terre a le 1000e de la masse de Jupiter. Vous voyez, on a une grande échelle de masse. Alors le processus va continuer par le disque, ce qu'il en reste, qui n'a pas été accrété, c'est le terme technique dans les planètes, va être dissipé par le vent stellaire qui le souffle, et il reste un système planétaire. Avec l'étoile au centre, les planètes autour, certaines gardent elles-mêmes un disque, pour les mêmes raisons que ce que nous avons vu, et à ce moment-là, rien ne freine le mouvement planétaire, si bien que ce système peut durer plusieurs dizaines, centaines de millions d'années, voire milliards d'années. La datation de notre système solaire est, vous le savez, d'environ 4,7 milliards d'années.
La température est alors, pour chacune des planètes, fixée simplement par sa distance à l'étoile centrale. On utilise volontiers une unité qui s'appelle l'unité astronomique, et par convention, pour mesurer ces grandes distances, c'est la distance entre la Terre et le Soleil, 150 millions de kilomètres. Voilà le modèle qui était le modèle de la formation des étoiles, disons il y a une trentaine d'années, longtemps avant la découverte des exoplanètes, mais qui avait comme conséquence d'affirmer, sous réserve de vérification, que systèmes planétaires et étoiles se forment simultanément, qui durent longtemps et qui se forment vite, et qu'il y a une phase intermédiaire entre le produit final et le produit initial, qui est l'existence de ce disque, et donc, est-ce qu'on pourrait observer ces disques? Hubble, c'est-à-dire le télescope Hubble mis en orbite, et la réponse est oui, on voit des disques. Alors en voilà 1, 2, 3, 4, vous voyez, dans un nuage interstellaire, basse température, densité faible, eh bien, se sont formés des disques qui ont peut-être une étoile à l'intérieur. Ils sont brillants, on les voit ici dans l'infrarouge proche. Et ici, c'est intéressant parce qu'on voit même un disque qui a son ombre. Alors, en raffinant la qualité de l'observation, la résolution des images, eh bien, on peut avoir une collection de ce qu'on appelle des disques protoplanétaires. Vous en voyez ici quelques-uns, dans la constellation d'Orion, par exemple. Naturellement, ces disques formés au hasard dans l'espace ont, par rapport à l'observateur terrestre, toutes les orientations possibles. Certains seront vus par la tranche, d'autres sont vus en plan, d'autres seront vus inclinés. Et quand le disque possède une étoile brillante déjà formée, alors on a un petit problème pour l'observation parce que l'étoile est tellement plus lumineuse que le rayonnement du disque qu'on est obligé, pour voir le disque, de cacher l'étoile. Voilà un exemple de disque incliné. Oui, il a une belle forme circulaire, elliptique donc en projection. On a caché l'étoile et à ce moment-là, on a le rayonnement du disque qui est éclairé par l'étoile. Quelquefois, le disque est vu par la tranche. Alors ça, c'est intéressant aussi parce que l'étoile, il y a tellement de matière dans l'épaisseur du disque qu'il obscurcit la lumière de l'étoile, donc on n'est plus gêné, mais on ne voit plus évidemment l'étoile, on ne peut pas dire grand-chose sur elle. Certains de ces disques présentent aussi un jet de matière perpendiculaire au disque. Vous aurez peut-être remarqué que les modèles prédisaient ça. Et puis voilà ici une étoile qui a attiré beaucoup d'intérêt, qui s'appelle Beta Pictoris, je vous en reparlerai peut-être tout à l'heure, avec son disque. À partir de ces observations, qui confortent au fond le modèle de Laplace raffiné, eh bien, on peut imaginer ce que doit être un disque protoplanétaire. Alors, ceci est un dessin d'artiste. L'étoile est quelque part par là, à l'extérieur, et vous voyez tous ces planétésimaux, c'est-à-dire ces petits agrégats, ces petits grumeaux de matière solide, des silicates, éventuellement couverts de glace d'hydrogène ou d'eau, pas d'hydrogène, de glace d'eau ou de neige carbonique, CO2 condensée, ou de neige d'ammoniac, NH3 condensée, qui sont des composants abondants de ce milieu interstellaire et qui vont progressivement s'agréger, s'accréter, comme on dit, pour former le système. Alors, de façon à plus grande échelle, voilà une très belle image qui a été prise par Hubble, qu'on a appelée les piliers de la création. Pourquoi? C'est une nébuleuse de notre galaxie qui est connue depuis longtemps. Alors pourquoi? Eh bien parce que ce nuage est très épais, donc toujours des silicates, de l'hydrogène, puis très peu d'eau, très peu d'ammoniac, etc. Et à l'intérieur, eh bien, il y a formation d'étoiles. Alors, je suis prudent, je n'emploie pas le mot création, malgré l'épithète qu'on a donnée à ce nuage, parce qu'il ne s'agit pas de création à partir de rien. Il s'agit de transformation. Avant, on avait de l'hydrogène, et après, on a une étoile qui est formée. Lorsqu'on observe ce nuage en lumière visible, l'échelle est très grande ici. On a plusieurs dizaines de milliers de fois le diamètre du système solaire. Lorsqu'on observe ce nuage en lumière visible, eh bien, on voit l'extérieur. Ici, on a de la fluorescence, des étoiles ici qui émettent beaucoup d'ultraviolet, qui rendent le gaz fluorescent, tout au bord. Mais de l'intérieur, aucune nouvelle. En revanche, quand on observe le même nuage avec un télescope sensible au rayonnement infrarouge,
Alors la lumière infrarouge traverse sans difficulté ces couches épaisses de poussière et de gaz, et on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qu'on voit à l'intérieur, eh bien, ce sont des étoiles en formation. Et puis des étoiles déjà formées. Alors voilà une région qui est particulièrement active en formation d'étoiles parce qu'elle est tout proche du centre de notre galaxie. Et dans le centre de notre galaxie, la densité de matière interstellaire est très importante. Et c'est une image qui est obtenue à partir du télescope Spitzer, qui est en orbite, toujours autour de nos têtes. Si vous faites Spitzer sur Google, vous trouverez des bibliothèques d'images absolument superbes, hein, et qui observe dans l'infrarouge, donc dont la lumière reçue a percé au travers du nuage et nous révèle alors des quantités de zones de formation d'étoiles et puis d'étoiles formées à l'intérieur des nuages denses qui forment le centre de notre galaxie. Voilà encore une très belle image qui nous rappelle la beauté de ces figures. Vous voyez ici, le disque a été formé, mais là on est plutôt à la fin de la vie du système et on a de grandes expulsions de matière perpendiculairement au plan du disque. Alors, on peut jouer à la nature, vous voyez, c'est-à-dire mettre dans l'ordinateur de quoi simuler le fonctionnement de cet effondrement gravitationnel que Laplace avait anticipé. Voilà une simulation. On en fait beaucoup aujourd'hui. Il y en a des quantités sur Internet intéressantes. Alors, vous avez... Il devrait y avoir ici l'échelle de temps. Elle n'est pas sortie. Je vais vous la donner. Elle n'est pas sortie de l'écran ici. Voilà. Il s'est écoulé depuis le début, où on partait d'un nuage sphérique en rotation. Il s'est écoulé 150 000 ans. Là, on vient 197 000 ans exactement. Et la dimension d'un bout à l'autre, avant le zoom qui vient d'être fait, ou après le zoom, il y a 5000 unités astronomiques. Vous voyez, on est beaucoup plus grand que le système solaire, mais pas tellement néanmoins. Et si on regarde une petite région qui est en train de s'effondrer, on a des échelles qui sont comparables à celles du système solaire. Neptune est à peu près 60 fois la distance Terre-Soleil, et on peut aller un peu au-delà, Pluton, etc. Donc, on a des objets qui se forment. Et alors, regardez bien, la rotation initiale du grand nuage est conservée. Il en reste un souvenir, en quelque sorte, dans ce disque, qui forme simultanément une étoile en son centre, vous voyez bien, hein, et puis qui forme aussi d'autres étoiles qui, elles, vont être éjectées. Là, il y en a une solitaire, en voilà une autre qui a été éjectée. Tout ça simplement par les lois de la mécanique qui contrôlent les boules de billard, la chute des corps et l'attraction des planètes. Voilà. Et on a finalement produit un disque qui a à peu près la taille du système solaire. Donc on peut raffiner beaucoup ces simulations et on voit ainsi la formation de planètes. Passons maintenant à la question, est-ce qu'on peut observer les exoplanètes? Sans doute certains d'entre vous l'avaient posée, je ne l'ai pas entendu, c'est quand même la première question qu'on a envie de voir. Hein. On a observé les planètes du système solaire, pour certaines depuis très longtemps, est-ce qu'on peut observer une exoplanète? Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile au fond pour une seule raison. C'est qu'une étoile, le Soleil par exemple, est beaucoup, beaucoup plus brillant que les planètes qui l'accompagnent et qui se contentent de réfléchir ou de diffuser la lumière qu'elles reçoivent de l'étoile. Le contraste, c'est-à-dire le rapport entre la quantité de lumière que nous recevons du Soleil, mettons si on était assez loin du système solaire, et ce que l'on recevrait de Jupiter, c'est 1 milliard. Autrement dit, la lumière reçue de la planète, c'est le milliardième de la lumière reçue de l'étoile. C'est un peu plus favorable dans l'infrarouge, mais pas beaucoup, c'est quelques millionièmes. Donc on est ébloui par l'étoile, et on est d'autant plus ébloui que l'étoile et la planète sont très proches, vues de loin. Et donc, c'est très difficile de les séparer, y compris par un appareil qui aurait la capacité de les distinguer spatialement. On a souvent donné une comparaison qui est assez juste, quantitativement, et prenez un phare, comme le phare de Cordouan dans l'Atlantique, hein,
phare de l'Atlantique, et puis vous recevez le faisceau du phare en pleine figure, ça c'est la lumière de l'étoile, et puis vous avez un petit moustique qui tourne autour de la lumière du phare la nuit et qui est éclairé par le phare évidemment, et vous essayez de distinguer le moustique de la lumière du phare. Alors ils sont très proches, donc c'est pas facile, il faut les séparer, et en plus on est évidemment ébloui par la lumière du phare. Donc voilà le problème qui était posé aux astronomes, et auquel finalement, après des décennies d'efforts infructueux, ce sont deux astronomes de l'Observatoire de Genève travaillant sur le sol français à l'Observatoire de Haute-Provence, que vous voyez ici, qui domine entre Manosque et Forcalquier, qui domine la Durance, qui ont décidé, en fait, ils ne cherchaient pas vraiment les exoplanètes, ils s'intéressaient aux étoiles doubles. Ceux qui cherchaient vraiment les exoplanètes, c'était leurs concurrents, qui se trouvaient à l'Observatoire Lick, au sud de la baie de San Francisco, aux États-Unis. Et tout ça est raconté dans un très joli livre que Michel Mayor, qui est l'auteur de cette observation, a signé, dans lequel il raconte sa découverte. Alors, quelle était l'idée ? Eh bien, elle ressemble au fond à l'idée que l'astronome Le Verrier, dont la statue figure tout près d'ici, dans la cour de l'Observatoire de Paris, a mis en œuvre et que rappelle la rue. Vous avez une rue Le Verrier, là, juste à droite en sortant de l'école alsacienne, dans la rue Notre-Dame-des-Champs, et on dit découvreur de Neptune. Alors la question, est-ce que le système solaire a plus de planètes que Uranus, qui était la dernière planète connue, qui avait été découverte par Herschel près d'un siècle auparavant. Nous sommes dans les années 1840. Et Neptune, Le Verrier comprend que ça va être qui était directeur de l'Observatoire de Paris à l'époque, comprend que ça va être très difficile de trouver une planète lointaine du Soleil parce qu'elle est extrêmement peu brillante et que ce serait probablement plus facile de déterminer où elle est de façon indirecte, c'est-à-dire à partir de l'observation des mouvements de la planète Uranus dont on avait pu, avec des mesures astronomiques assez soignées, montrer qu'ils étaient perturbés par la présence d'un corps. On ne savait pas où il était, mais le calcul permettait progressivement de préciser où ce corps pouvait être pour produire la perturbation de mouvement observée sur Uranus. Alors, c'est ce qui a conduit finalement Le Verrier à dire dans cet endroit-là du ciel, tel jour, on doit pouvoir observer un objet très peu lumineux qui est la source de ces perturbations et qui est au-delà de l'orbite d'Uranus. Effectivement, un astronome allemand à l'Observatoire de Berlin a, observant le champ stellaire, vu un point lumineux. Ce n'était pas suffisant pour prouver qu'il s'agissait bien d'une planète, mais en faisant des photographies semaine après semaine, on a pu constater qu'elle se déplaçait dans le bon sens, celui des orbites planétaires autour du Soleil, et que la vitesse de déplacement correspondait bien à une distance du Soleil qui était celle qu'avait prédite Le Verrier. Alors, l'idée est un peu la même ici, c'est-à-dire qu'on va utiliser une méthode indirecte, on va regarder l'étoile, supposée ou espérée possédant une planète, et on va voir si le mouvement de l'étoile est perturbé par l'existence d'une masse qui tourne autour de cette étoile. Parce que si ce mouvement, si cette étoile possède une planète, et ce sera d'autant plus facile que la planète est grosse et massive, alors elle va, quand la planète, imaginez le disque, la planète est vers vous, alors l'étoile est attirée vers vous, donc elle a une légère vitesse vers vous, et au contraire, quand la planète est opposée à vous, le disque étant comme ceci, eh bien l'étoile a une légère vitesse opposée à vous. Donc, en regardant la vitesse de l'étoile et en observant s'il y a des variations périodiques régulières de cette vitesse, on va pouvoir mettre en évidence une hypothétique planète. Donc vous voyez, c'est un effet indirect. On ne voit pas la planète, on voit l'effet de la gravitation de la planète sur l'étoile. Alors pour faire ça,
ces deux astronomes ont utilisé le spectre de l'étoile. Voilà un spectre, alors il est très long, donc on va du bleu au rouge, mais on l'a replié ici. Et dans le spectre de l'étoile, on a des raies spectrales qui sont fines. Ici, vous en voyez un très grand nombre. Chacune de ces raies spectrales est due à un élément chimique présent dans l'atmosphère de l'étoile qui absorbe la lumière. Et la position de ces raies spectrales est très précisément définie par une mesure faite en laboratoire. Quand l'étoile se rapproche de vous, due à la supposée planète, ces raies spectrales vont être légèrement décalées vers le bleu, c'est l'effet Doppler, et à l'opposé, vers le rouge. Si bien qu'au fil de la rotation, on doit avoir une oscillation générale de toutes les raies spectrales de l'étoile, vers le bleu, vers le rouge, vers le bleu, au gré de la période, c'est-à-dire de l'année planétaire pour l'objet donné. Alors, c'est ainsi que la première exoplanète a été découverte en 1995, autour d'une étoile tout à fait banale qui ressemblait au Soleil, qui s'appelle 51 Pégase, dans la constellation de Pégase. Et ça a été l'aboutissement, finalement, d'une recherche qui avait commencé, en tout cas avec une interrogation claire, avec Laplace. Alors, la question qui s'est immédiatement posée, c'est: est-ce que c'est un coup de chance ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'exoplanètes ? Quand je regarde un champ stellaire, est-ce que toutes ces étoiles ont-elles des systèmes planétaires ? Est-ce qu'on va trouver des systèmes planétaires comme le nôtre, avec beaucoup de planètes, 5, 10, 15 ? Et est-ce que la méthode indirecte est tellement indirecte, mais est-ce qu'il y a une méthode directe qui nous permettra un jour de photographier une exoplanète ? Toutes ces questions se sont posées. Alors, très vite, il y a une autre méthode qui est apparue, qui est très intéressante, vous allez voir, c'est la méthode dite des transits. Quand, ici, nous avons un transit de Mercure devant le Soleil, que j'ai photographié simplement sur un écran, vous voyez, au mois de mai, il y a quelques années. Vous avez la planète Mercure qui passe devant le Soleil. Ça ne provoque pas une éclipse, parce qu'elle est trop petite sur le disque solaire, et c'est tout petit, voilà une tache solaire qui est beaucoup plus grosse, hein. Mais elle va se déplacer, le phénomène va durer quelques heures. Et si on imagine que certains disques sont vus pour nous, terriens, par la tranche, alors le passage de l'étoile le passage de la planète devant l'étoile, par la tranche, va produire une très légère variation d'éclat de l'étoile. Évidemment, ce n'est pas une éclipse, mais cette petite variation d'éclat est peut-être mesurable. Alors, voilà la première observation d'un transit. En haut, c'est un dessin, simplement, et en bas, ce sont les mesures. Alors, ici, on a l'intensité de lumière reçue de l'étoile et sa variation au cours du temps. Vous voyez, ici, c'est 2%, 0,02. Donc, ça veut dire une variation faible. Et ici, on a le temps en heures. Donc, 11 heures, 12 heures, 13 heures, etc. C'est l'heure donnée un certain jour de l'observation. Et alors, j'espère que ça va marcher. Voilà. Voilà ce qu'on voit. Voilà la mesure. Vous voyez que orbite après orbite, on va répéter cette observation d'une baisse de la lumière de l'étoile qu'on va interpréter par le passage de la planète devant l'étoile. Alors ça, c'est extrêmement riche d'informations. On peut d'ailleurs raffiner l'observation. Celle-ci a été faite à la surface de la Terre, donc vous voyez, le signal est assez bruité. Mais quand on l'a fait dans l'espace, pour la même étoile, avec le télescope Hubble, vous voyez, on a une courbe magnifique, parce qu'il n'y a pas d'effet atmosphérique. Et cette observation, non, ce n'est pas la même étoile, parce qu'ici, on a 5 pour 1000, alors que là, on avait 2%. Donc ici, c'est une planète beaucoup plus petite, mais le signal est beaucoup plus propre. Alors, la première méthode, celle indirecte du spectre, donne la masse de l'étoile. Et cette méthode-là, elle donne son diamètre, puisqu'on voit la proportion du disque qui a été occultée lors du transit. Alors, quand on a à la fois la masse et le diamètre, eh bien, on a la densité. Et si on a la densité, on peut décider si l'étoile est de nature tellurique, ressemble à la Terre ou aux planètes rocheuses, ou gazeuse, ressemble à Jupiter ou à Saturne. On a ainsi un critère qui permet de discriminer les deux grandes familles d'exoplanètes.
sachant qu'il y en a peut-être d'autres qu'on pourrait découvrir par la suite. Alors, cette méthode a suscité la construction d'un satellite spécialisé. Hubble n'était pas spécialisé pour cet objectif, qui s'appelle COROT, qui a été proposé par une équipe française, l'Observatoire de Paris, qui est au-dessus de nos têtes, qui continue à faire des mesures et qui a apporté, avec la sensibilité de l'espace, la mesure d'une des planètes, et même au moment où elle a été faite, la planète la plus proche de la Terre. Elle avait pratiquement la masse de la Terre. Vous voyez, elle s'appelle COROT 7b, elle est autour d'une étoile tout à fait banale de la galaxie qui a été observée. Alors évidemment, il faut observer beaucoup d'étoiles, des milliers, simultanément et vite, pour voir le passage. Et l'exoplanète COROT 7b, voilà le signal brut observé depuis le satellite. Alors vous voyez qu'ici on a une sensibilité considérable. Tout à l'heure on était à 5 millièmes, maintenant on est à 4/10 millièmes de la lumière de l'étoile, qui évidemment est fixe. La conjugaison des méthodes de transit et des méthodes indirectes a permis d'avoir, dans les années récentes, un très grand nombre de découvertes. Sur ce graphe, que je n'essaie même plus de tenir parfaitement à jour, vous avez la répartition. Bon, aujourd'hui, enfin ça c'est vous voyez, j'ai pris le graphe là, au mois de novembre 2009, on avait 400 exoplanètes. Aujourd'hui, on en a plus de 550. Donc la découverte continue au rythme à peu près d'une 50aine d'exoplanètes par année. Et alors, quand on cumule toutes ces observations sur un graphique, vous voyez qu'ici, on a mis les étoiles, chacune avec leur nom, vous ne pouvez pas lire, mais ça n'a pas d'importance. Et puis, on a mis ici la distance à l'étoile. Vous retrouvez l'unité astronomique, c'est-à-dire la distance Terre-Soleil, les 150 millions de kilomètres. Donc, la Terre serait là, le Soleil serait là, bien entendu, la Terre serait là, et Jupiter, ce qui est à peu près à 5 unités astronomiques. Donc vous voyez qu'on parcourt l'espace de l'intérieur de notre système solaire. Et on trouve un très grand nombre d'objets tout près de l'étoile, bien plus près que la Terre, et beaucoup de ces objets ont la masse de Jupiter. Lorsque la première exoplanète a été découverte par Major et Queloz, il y a 15 ans, sa masse est un peu plus grande que la masse de Jupiter, 4 fois la masse de Jupiter, et beaucoup d'astronomes ont dit que ce n'est pas possible, parce que dans le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure, on ne forme pas de grosses planètes tout près de l'étoile, parce qu'il n'y a pas assez de matière disponible dans le disque. Donc la conclusion c'était, ils se sont trompés, leur observation est fausse, il y a des parasites, etc. Ce n'est pas possible. Or, comme souvent en science, quand on creuse le problème, non seulement on s'aperçoit qu'on a mal raisonné, mais qu'on ouvre un champ nouveau. De fait, l'accumulation d'observations depuis 1995 a montré un très grand nombre d'objets qui sont tout proches de leur étoile, vous voyez, et qui sont très massifs, qui ont des masses comparables à Jupiter ou Saturne. Et la théorie de leur formation est correcte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de matière pour les former si près de l'étoile. Donc ce sont des objets qui ont migré. Ils ont été formés loin de l'étoile et ils se sont rapprochés progressivement de l'étoile. En ce sens, les systèmes planétaires, c'était une de vos questions tout à l'heure, qu'on connaît aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont très différents de notre propre système planétaire parce que les planètes géantes ne sont pas à l'extérieur mais à l'intérieur. Alors ça donne des situations pour certains d'entre eux très intéressantes. Une exoplanète récente a été trouvée avec une journée qui est une année qui est de 3 jours terrestres. Ça veut dire qu'elle fait le tour de son étoile en 3 jours. Ça veut dire qu'elle est extrêmement près de l'étoile, beaucoup plus proche que Mercure ne l'est du Soleil. À cette distance-là, la température de la surface de l'étoile est considérable. Et c'est une planète rocheuse, donc de petite masse. Ça veut dire que la surface rocheuse est entièrement fondue. C'est une planète océan, comme on les appelle, c'est-à-dire
dont la surface est un océan de magma fondu, liquide, de silicates, de roches fondues. Et de surcroît, quand une planète est aussi proche de son étoile, et c'est le cas d'un certain nombre de celles qui sont sur ce graphique, la force d'attraction, au moment de la formation de la planète, ovalise, rend la sphère initiale oblongue, un peu comme la Lune par rapport à la Terre, qui présente toujours la même face vis-à-vis de l'étoile. Si bien que ces planètes ont une température de surface extraordinairement élevée du côté observant l'étoile, environ 1500 degrés, donc fusion des silicates, et puis une face qui est toujours opposée à l'étoile, donc il fait toujours nuit sur cette face, et la température est celle de la face de la Lune quand elle est dans l'obscurité, c'est-à-dire peut-être moins 100 degrés Kelvin. Et ces planètes ont de surcroît, certaines d'entre elles, une atmosphère. Donc vous avez des planètes qui sont phase-locked, comme on dit, c'est-à-dire qui ont une face toujours tournée vers l'étoile, avec une atmosphère extraordinairement chaude du côté de l'étoile, froide de l'autre. Imaginez que ça produit du vent. Donc c'est des planètes dans lesquelles il y a de gigantesques courants de vent entre la face chaude et la face froide. Et entre la face chaude et la face froide, eh bien, au milieu, si je puis dire, sur le terminateur, où on passe du jour à la nuit, eh bien, on a une température qui est probablement de l'ordre de la température qu'il fait dans cette pièce aujourd'hui. Donc vous voyez des situations qu'on ne connaît pas dans le système solaire. Quand on observe ces collections de systèmes planétaires, on voit aussi que certains systèmes ont plusieurs planètes. On a découvert des systèmes avec, par exemple, celui-là. Vous voyez, il y a 3 planètes. Il y en a une qui est très proche, il y en a une seconde qui est à peu près à la distance de la Terre, une troisième qui est un peu plus loin. En utilisant la méthode du transit et en poursuivant le travail du satellite Corot que je vous ai présenté, la NASA a mis en orbite, il y a à peu près 1 an et demi maintenant, un autre satellite qui s'appelle Kepler, un autre observatoire qui lui aussi observe les transits et qui est plus puissant que Corot, simplement parce qu'on fait toujours mieux que le prédécesseur. Les instruments ont progressé, on a mieux analysé le problème, la technologie est meilleure. Et Kepler a découvert un très grand nombre par transit, de nouveaux systèmes planétaires, en particulier très semblables à la Terre, pour ce qui est des objets de faible masse. Donc on a maintenant plusieurs objets qui sont de masse comparable à la masse de la Terre, 1,4, 1,3 fois la masse de la Terre. Quand même peut-être un chiffre qui est intéressant, qui répond à une autre question qui a été posée tout à l'heure, partiellement, c'est quand je regarde le ciel étoilé, la Voie lactée, est-ce qu'il y a beaucoup d'étoiles? Quelle est la fraction de ces étoiles qui possèdent des systèmes planétaires, avec une ou plusieurs planètes? La plupart des étoiles que nous voyons sont des étoiles qui ressemblent au Soleil, parce que ce sont celles qui se forment facilement dans le dispositif, dans le mécanisme d'accrétion que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc quand on regarde la Voie lactée, on voit essentiellement des soleils, avec une masse de l'ordre de la masse du Soleil. On ne voit pas beaucoup d'étoiles très massives parce qu'elles ont une durée de vie très courte, alors que des étoiles comme le Soleil, moins massives, brûlent moins activement leur hydrogène en hélium et donc ont une durée de vie qui est de l'ordre de la dizaine de milliards d'années. Donc c'est normal que ce soit elles que l'on voit beaucoup. Les statistiques qu'on peut faire à partir de l'observation des exoplanètes aujourd'hui montrent qu'on doit être proche de quelques pourcents des étoiles de type solaire qui possèdent des exoplanètes. Alors, vous voyez, on est dans une situation intéressante parce qu'une galaxie a à peu près 10 puissance 11 étoiles. Et donc, quand vous regardez les étoiles d'une galaxie, eh bien, 1 sur 100 ou 1 sur 50 possède un système planétaire. Donc, les planètes autour des étoiles, c'est la règle commune d'une galaxie. Alors,
évidemment, derrière la question de l'existence, derrière la question des conditions physiques qui règnent sur ces exoplanètes, se profile la première question qui a été posée. Je n'étais pas surpris au fond parce que c'est celle que l'homme s'est toujours posée, c'est celle que Gauguin évoquait tout à l'heure, c'est la vie. Alors la question de la vie est une question difficile pour deux raisons. Premièrement, nous n'avons jamais encore réussi à synthétiser artificiellement la vie en laboratoire sur la Terre. C'est pas, beaucoup de gens ont essayé, on comprend un peu mieux le mécanisme du vivant, mais on n'a jamais refait la vie. Et puis la deuxième difficulté, c'est qu'elle met en jeu des durées très longues. On sait que sur Terre, la vie est apparue au moins il y a 3,5 milliards d'années, peut-être davantage, mais les traces fossiles qu'on trouve dans les archéobactéries, essentiellement dans les terrains très anciens australiens qui affleurent et qui ont été préservés de l'érosion. Donc les processus d'évolution de la vie pour arriver à la vie complexe que nous connaissons sont des processus très longs. Donc il n'est pas du tout évident qu'en laboratoire, on puisse refaire en quelques semaines ou peut-être en quelques décennies un processus qui, sur Terre, a pris des milliards d'années à évoluer. Ça, c'est une difficulté. Et puis, de façon plus profonde, peut-être, nous connaissons sur Terre une forme de vie qui est très particulière, qui est basée sur le carbone, qui se reproduit à partir d'une structure de l'ADN, qui s'est développée à partir d'une invention de la nature qui est la photosynthèse, qui a permis l'enrichissement de l'atmosphère terrestre en oxygène. Si vous regardez ici l'évolution au cours du temps de l'atmosphère de la Terre, vous voyez qu'on est parti d'une atmosphère très hydrogénée, donc très réductrice en termes de chimistes, du méthane, de l'ammoniac, de l'eau, de l'oxygène mais sous forme de dioxyde de carbone, c'est-à-dire combiné au carbone, et que l'abondance de tous ces gaz atmosphériques a diminué très vite. Là, on est à 1 milliard d'années et demie après la formation de la Terre, et pendant longtemps, une atmosphère qui était très pauvre en oxygène, et puis avec l'émergence des bactéries et de la photosynthèse, l'apparition de l'oxygène atmosphérique, qui est notre atmosphère contemporaine. Donc, cette forme de vie sur Terre est-elle unique dans l'univers? Et là, la spéculation est totale. Nous n'avons pas encore notre Laplace, pourrait-on dire, qui nous dit si la vie ne peut prendre que cette forme ou s'il existe 1000 formes d'organismes qui savent prélever de l'énergie à leur environnement pour le transformer en système capable d'autoreproduction, capable d'évolution, etc. Donc ça, c'est une question qui est totalement ouverte. On peut peut-être parier que quand vous aurez mon âge, des éléments de réponse à cette question auront été apportés. Mais pour aborder la question par l'observation des exoplanètes, c'est pas facile, et l'idée est de regarder la chimie, c'est-à-dire de voir si on peut, quelle est la complexité des molécules que la nature va former de manière spontanée dans le milieu interstellaire qui est à l'origine, je vous rappelle, de la formation des disques et des planètes. Alors, voilà l'exemple d'un nuage. C'est un autre, ce n'est pas celui que je vous ai montré tout à l'heure. Il est dans la constellation du Taureau. Vous voyez que son échelle est on a ici 450 années-lumière, donc on est à des échelles beaucoup, beaucoup plus grandes que la formation d'un disque. Et quand on observe soigneusement le spectre de la lumière émise par ce nuage, on trouve une quantité de molécules organiques complexes. Alors vous voyez, je ne vous voyez peut-être pas les formules, mais ici on a de l'alcool éthylique, ici on a qu'est-ce que c'est que ça? Ici on a du méthane, ici on a encore
j'ai un peu de mal à lire, hein, mais voilà, toutes ces molécules sont des molécules carbonées, hein, formées à partir d'hydrogène, de carbone et d'oxygène. C'est la base même de la chimie organique sur laquelle se sont construites les molécules du vivant. Donc, on sait que dans le milieu interstellaire, origine de ces atmosphères planétaires, on trouve une grande abondance de produits chimiques, prébiotiques, comme on dit. Alors, après, la question est ouverte, c'est-à-dire, est-ce que l'étape qui a conduit à des édifices autoreproducteurs s'est produite sur Terre? Dans quelles conditions? Et le plus raisonnable est de penser qu'il faut chercher là où se trouve de l'eau liquide. Donc, oui, je vous montre là les outils. Je n'ai pas montré beaucoup d'instruments. Je vous montre les outils. Au-dessus des couches atmosphériques les plus basses, c'est un télescope infrarouge qui fait à peu près le même travail qu'Herschel, pour moins cher, qui est à bord d'un avion 747 de la NASA. Donc, vous avez un grand trou dans la cabine ici et un télescope à l'intérieur. Un autre instrument qui est en construction dans un site prodigieux qui se trouve à 5000 mètres d'altitude sur la frontière chileno-argentine, à l'est du désert d'Atacama. Si vous allez au Chili, ne manquez pas l'expédition depuis San Pedro de Atacama pour aller voir ce site, hein, dans lequel l'Europe construit actuellement un radiotélescope sur un plateau qui fait une dizaine de kilomètres de diamètre et qui va progressivement mettre en service une soixantaine d'antennes qui forment des images de ces nuages et de ces petites condensations dans lesquelles on voudrait bien connaître quelle est la chimie qui est présente, quelles sont les molécules qui sont présentes. Faute de savoir s'il existe des formes de vie très différentes de celles que nous connaissons sur Terre, qui est la seule que nous connaissions, hein, peut-être le mieux c'est de faire l'hypothèse qu'on cherche la même chose que sur Terre. Et un des éléments fondamentaux de la biologie, c'est que la vie telle que nous la connaissons requiert la présence d'eau liquide. L'eau liquide, l'eau est un corps chimique extraordinaire par les liaisons hydrogènes qui se produisent entre les molécules d'H2O. Elle a cette possibilité de dissolution et d'échange chimique d'un très grand nombre de corps. Hein, et ça a conduit à la notion de zone habitable, qui était la question que vous aviez posée tout à l'heure, hein, autour d'une étoile. Alors, vous voyez, sur ce graphique, on a ici la masse de l'étoile. Hein. Le Soleil est une étoile entre F et G, c'est des dénominations, et donc voilà la masse du Soleil. Ici, on a des étoiles très massives, plus que le Soleil. Ici, des étoiles moins massives. La plus petite étoile qui puisse s'allumer fait environ le 10e de la masse du Soleil. Vous voyez, donc il n'y a pas d'étoiles plus bas que ça. Les plus basses sont des planètes. Donc le domaine des étoiles et des étoiles abondantes est celui-ci. Alors, ici nous avons la distance à l'étoile. Évidemment, si je mets un objet, une planète, à une certaine distance de l'étoile, sa température va dépendre de cette distance, puisqu'elle est chauffée par l'étoile et elle perd son rayonnement vers l'espace. Son état d'équilibre va être tel que sa température ici est supérieure à 100 degrés, donc l'eau existe sous forme de vapeur, et puis si la planète tourne, j'avais donné des cas particuliers tout à l'heure où elle ne tournait pas, mais si la planète tourne, eh bien la température est uniformisée à sa surface, surtout si elle a une atmosphère qui a un effet de serre et de circulation, et si au contraire la planète est très loin, eh bien on est en dessous de 0 degré et l'eau est sous forme de glace. Entre les deux, eh bien on a une zone ici où l'eau est entre 0 et 100 degrés, c'est-à-dire elle peut être sous forme liquide. Et on appelle ça la zone habitable. Zone habitable, ça ne veut pas dire zone habitée, évidemment, parce qu'on ne sait pas si dans cette eau, il y a des êtres vivants. Hein. Mais la stratégie de recherche, c'est de chercher, d'observer des planètes dans la zone habitable. Alors, une fois qu'on a trouvé, Kepler a été le premier instrument, donc c'est l'observatoire de la NASA, a trouvé une planète dans une zone habituelle de son étoile, pas très très loin.
Alors ensuite, évidemment, la question va être, qu'est-ce qu'il faut regarder pour savoir si cette planète particulière qui est dans une zone habitable et dont maintenant on peut faire l'image, bon, je ne vous ai pas montré d'image d'exoplanète, hein, donc on a maintenant des méthodes directes d'imagerie des planètes. Qu'est-ce qu'il faut chercher pour savoir s'il y a la vie sur cette planète? Voilà un exemple de ce que serait l'image de la Terre si vous étiez à peu près à 30 années-lumière de la Terre. Donc assez loin. Disons que ça, c'est à peu près la distance des étoiles qu'on voit le soir dans le ciel, qui sont les étoiles brillantes. Elles sont à des distances de quelques dizaines d'années-lumière de nous. Alors, vous voyez, si on avait un télescope comparable à l'instrument qu'on sait construire aujourd'hui, sauf qu'il devrait être dans l'espace. Mais on sait aujourd'hui faire un instrument qui donnerait cette image. Il coûterait assez cher, mais c'est une technologie qui n'est pas de la science-fiction ou de la technologie-fiction. Peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, on aura construit un instrument qui aura cette capacité d'image. Alors vous voyez, si vous regardez, l'image de la Terre a été ici dégradée, si je puis dire, pour reproduire le type d'image que nous donnerait un instrument sur une de ces exoplanètes. Et alors, on voit très bien les systèmes nuageux, on voit la circulation nuageuse, et on voit aussi, ici c'est l'Amérique du Sud, ici l'Amérique du Nord, vous voyez les déserts en jaune, et vous voyez aussi la forêt amazonienne en vert. Donc une signature de la chlorophylle est accessible. Et ça, c'est une détection directe de formes de vie relativement primitives, mais néanmoins très intéressantes, parce que photosynthétiques. On peut aussi essayer de chercher la présence d'oxygène dans le spectre de l'atmosphère de l'étoile, et beaucoup des planètes qui ont été observées par Corot et par Kepler font l'objet d'une telle recherche aujourd'hui. Alors c'est une recherche difficile parce que le spectre de l'oxygène, qui est une molécule symétrique, est un spectre assez difficile à mesurer. Bon. Pourquoi l'oxygène? Parce que sur Terre, comme vous l'avez vu, nous avons de l'oxygène, et que la montée de la concentration d'oxygène dans notre atmosphère est liée à l'apparition de la vie, ces bactéries dont je parlais tout à l'heure. Si on arrêtait la photosynthèse sur Terre, c'est-à-dire la transformation que fournissent les plantes du carbone en libérant de l'oxygène, eh bien, la concentration de l'atmosphère terrestre en oxygène redescendrait très vite. Simplement parce que l'oxygène est un oxydant, comme son nom l'indique, et qu'il y a beaucoup de fer à la surface de Terre qui ne demande qu'à être oxydé, en particulier. Donc, l'existence de l'oxygène dans une atmosphère planétaire, toute chose égale par ailleurs, ce qui reste à prouver, est une situation instable qui est liée à la présence de la vie. Donc, on n'est pas, si on observe une atmosphère planétaire ayant une concentration d'oxygène comparable à celle de la Terre, il y aura certainement des débats importants pour savoir si c'est la preuve de l'existence d'une activité photosynthétique à la surface de cette planète, mais c'est quand même une indication très forte. Donc vous imaginez bien que beaucoup de gens sont à la recherche de cela. Vous voyez qu'en parlant de la vie, je suis resté extrêmement loin des formes élaborées de la vie, la constitution d'organismes pluricellulaires, très abondants, sans parler évidemment de la vie consciente, qui est celle de populations humaines. Là, on est dans la science-fiction totale pour aujourd'hui, mais il est raisonnable de commencer par des étapes proches. Donc, j'arrive à ma conclusion. Quand on regarde une galaxie, comme la galaxie Messier 31, qui est celle que nous voyons à l'œil nu dans l'hémisphère nord, ou cette belle galaxie que j'ai choisie parce qu'elle ressemble beaucoup à la nôtre, mais vue de l'extérieur, si je puis dire. Elle nous rappelle que le centre est ici et que la position du Soleil dans notre galaxie est à peu près à 30 000 années-lumière. Vous voyez que toute cette exploration des exoplanètes que j'ai faite rapidement avec vous ce soir, c'est une toute petite sphère autour du Soleil. Et que
on n'a pas encore vraiment exploré les 10 puissance 11 étoiles présentes dans notre galaxie. Évidemment, il est beaucoup plus difficile d'aller chercher une exoplanète autour d'une étoile située par ici, que dans le voisinage immédiat de la Terre. Néanmoins, on en a trouvé quelques-unes, sans détailler, la réponse, l'une d'entre vous a posé la question jusqu'où peut-on détecter des exoplanètes? Eh bien, il existe une méthode qui permet de les détecter à peu près jusqu'à mi-distance entre nous et le centre de la galaxie. Vous voyez, en ouvrant un volume qui est maintenant une fraction significative du disque de la galaxie. C'est une méthode qui est indirecte, et qui ne permet pas un suivi dans le temps des exoplanètes. Mais 1%, 10 puissance 11 étoiles, 10 puissance 9 exoplanètes, vous voyez qu'on a répondu à la question posée de manière assez vaste. Je m'arrête là. Il nous reste...